Et pendant qu'on attend cette trêve, le bilan, je vous le disais, ne cesse de s'alourdir. Et derrière le nombre de morts, il y a ce qu'on mesure peut-être moins, parce que la presse étrangère n'a pas accès à la bande de Gaza et que nos collègues sur place travaillent dans des conditions très difficiles. C'est l'impact sur les enfants, sur les familles palestiniennes. On apprenait cette semaine que 17 000 enfants sont sans accompagnement ou séparés de leur famille et que tous ont besoin de soutien psychologique. La psychiatre Audrey McMahon, qui travaille pour Médecins sans frontières, connaît bien le terrain. Elle est basée en Cisjordanie et s'est rendue plusieurs fois à Gaza avant la guerre. Je lui ai parlé un peu plus tôt. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Naplouse. On voit la situation à Gaza qui est de plus en plus chaotique. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord sur la situation des enfants qui sont les plus vulnérables? La situation des enfants à Gaza en ce moment, elle est catastrophique. On sait que plus de la moitié de la population de Gaza, c'est des enfants. Ils ont été soumis à des bombardements constants, presque incessants, à part la trêve qu'il y a eu. Et puis, donc, on sait que ça fait très, très peur, les bombardements. Puis, au-delà des bombardements, des sons qui font peur, ils ont vu énormément. La guerre, c'est dur, mais là, on est dans quelque chose de très extrême, de très intensif. Beaucoup d'enfants ont perdu des membres de leur famille, ont vu des membres de leur famille mourir. On a énormément d'enfants qui ont été amputés dans les cliniques MSF. Et donc, ces enfants-là, en fait, ils sont dans des cercles infinis de deuil. Et un deuil qui ne peut pas se faire encore pour l'instant parce qu'ils sont encore... sont en plein dedans encore. Vous disiez, ils ont vu leur maison détruite, ils ont vu des gens mourir autour d'eux. Ça laisse des séquelles durables? Oui. Je pense qu'ils sont soumis à une quantité de traumatismes ou d'événements potentiellement traumatiques qui s'ajoutent constamment. Je pense que beaucoup d'enfants vont avoir des séquelles probablement à vie. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas fonctionnels. Je pense qu'on le voit, la société palestinienne, elle est très, très résiliente. Après, ils sont exposés à énormément, avec très peu de protection pour l'instant. Donc, c'est très vulnérabilisant. Les enfants passent de moments où ils sont en crise, en pleurs, à des moments où il y a énormément d'enfants qui sont mutiques, donc qui n'arrivent plus à parler, qui n'ont plus de mots, en fait, pour décrire. Et ça, vous en avez des exemples tous les jours? Je peux vous donner un exemple d'un petit garçon de 10 ans qui, sa maison s'est faite bombarder. Il a perdu plusieurs membres de sa famille, au-delà d'une dizaine. Son oncle est mort à côté de lui. L'enfant a perdu une jambe, donc il a été apporté à l'hôpital. Il a dû se faire amputer à ce moment-là sans sédation parce que c'était un moment où on n'avait pas de médicaments. C'est terrible. Je veux dire, c'est une douleur qui est inimaginable. Je veux dire, à quand est-ce qu'on a opéré des enfants à froid? Je ne sais pas, c'est quand la dernière fois qu'on a eu à faire ça. Pour les médecins aussi de Gaza, la plupart des médecins qui sont nationaux, qui doivent faire ces opérations-là, ça doit être très difficile. Ils n'ont pas le choix de le faire, mais ça doit être très, très difficile à faire. Et donc, cet enfant, il passe justement d'un état où il est en pleurs, en crise quand on change ses pansements, à des moments où il est complètement mutique et on le décrit comme absent. Il n'arrive pas à regarder dans les yeux. Il demande sa maman est décédée. Elle est morte dans les bombardements. Donc, il y a énormément de cas comme ça. C'est sûr qu'il y a des enfants qui réussissent encore à jouer. On essaie de faire des interventions où on essaie de faire des groupes, on essaie de faire jouer les enfants, mais c'est compliqué. Il y a un sentiment d'abandon qui s'ajoute, on l'entend dans les témoignages, dans l'impression qu'il y a comme un mur d'indifférence devant eux de la part de la communauté internationale. Donc, quand on est face à un événement traumatique, on a besoin d'être protégé. On a besoin de sentir qu'on est soutenu. Les Palestiniens ont souvent, et encore aujourd'hui, été laissés à eux-mêmes. Et ils le disent eux-mêmes que cet aspect-là est très perturbant. Et je pense que symboliquement, peu importe le résultat final de la Cour internationale de justice, symboliquement, c'est extrêmement important, le geste de l'Afrique du Sud pour les Palestiniens.
parce qu'ils sentent que quelqu'un... il y a des gens qui sont là pour les voir. Ils se sentent vus, ils se sentent soutenus. C'est une reconnaissance aussi de leur souffrance. Oui. Pour eux. Puis je dirais même de leur existence. Les Palestiniens, souvent, ils n'ont même pas le droit d'exister. On leur enlève le droit d'exister, ou on leur dit des fois très directement, de plein de façons, à travers l'humiliation qu'ils vivent constamment, à travers la violence constante de l'occupation, qui ne devrait pas exister. Et donc, je pense que c'est très important, ce point-là. C'est troublant ce que vous dites. Parce que là, on parle aussi de la Cisjordanie où vous travaillez en ce moment, puisque vous ne pouvez pas aller à Gaza, mais ici aussi, les Palestiniens ont besoin d'aide et de soutien. Oui. L'occupation, elle est là depuis, c'est ça, depuis 1948. Et depuis ce temps-là... Qu'est-ce qu'ils vous disent? Depuis ce temps-là, c'est vraiment, ils sont face à des violences constantes, des micro-violences, des macro-violences. Et ce qu'ils ont besoin, c'est de la dignité. C'est souvent ce qu'ils nomment. De la dignité, ils veulent juste vivre. C'est vraiment souvent ce que les Palestiniens vont dire, et là, j'utilise leurs propres mots, ils veulent juste vivre en paix. Ils veulent juste pouvoir amener leur enfant à l'école normalement, aller travailler normalement, pouvoir avoir leur petit jardin. Ils ne demandent pas plus. Ils veulent avoir une terre, en fait, qui est un endroit où vivre sans se faire attaquer constamment. Parce que pour les enfants, par exemple, qui vont à l'école, il y a plusieurs enfants, dépendamment d'où ils vivent, qui doivent passer des checkpoints pour aller à l'école le matin. Énormément d'humiliation au checkpoint, et ça, c'est à tous les jours. C'est pour les parents aussi qui vont travailler. Je trouve ça important de mentionner les hommes palestiniens qui se font assez systématiquement humilier, attaquer. Les jeunes enfants, garçons, plus que les filles. Les filles aussi, on a des exemples, mais les jeunes garçons qui se font arrêter, adolescents ou même de 10-13 ans, c'est extrêmement traumatique. Ils se font arrêter souvent pour on appelle la détention administrative, puis nous, on a des patients après qu'on voit qu'ils ont été en détention sans raison donnée, qui ont vécu de la torture. Et donc, c'est très difficile de sortir de ça. Et quand on a des générations et des générations, en fait, qui vivent ça. Donc, on a les grands-parents, les parents, les enfants maintenant, les petits-enfants qui vivent cette même violence. Puis, là aussi, un traumatisme collectif, j'imagine. Oui. Puis, je pense que autant... Ce traumatisme collectif, il est là, il est partout, en Cisjordanie, à Gaza, à Jérusalem-Est. C'est sous tension aussi. Puis malgré ça, je veux quand même mentionner c'est ça, il y a une force incroyable des Palestiniens. C'est eux-mêmes qui nous donnent la force d'être ici puis de continuer. Parce qu'on peut pas lâcher. Je peux absolument pas oublier tous les humains derrière toutes ces histoires. Parce que c'est ce que j'entends tous les jours. Puis il n'y a absolument personne qui mérite de vivre ça. Oui, c'est vraiment une situation difficile et on ne voit pas non plus d'issue, en tout cas pas pour le moment. Merci beaucoup. Merci.